Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors voilà encore une nouvelle OVNI UAP News et on va faire un tour ensemble en fait de l'actualité concernant les anomalies aériennes non conventionnelles ainsi que leurs études, ainsi que les dernières informations qui nous viennent d'arriver. Il y a des informations très intéressantes, vous allez voir, c'est quand même à prendre en compte. Alors, première information et non des moindres, il s'agit en fait sur le site officiel du gouvernement des États-Unis, et c'est la page du bureau de l'inspecteur général du ministère de la Défense. Alors, donc, ils viennent d'ouvrir en fait l'accès, enfin, le DoD vient d'ouvrir l'accès au rapport, mais il n'y a toujours pas de rapport. Donc il faudra en fait attendre un petit moment avant qu'il y ait un rapport. Alors c'est en date du 15 août 2023. Donc voici ce qu'ils viennent d'activer, donc évaluation des actions du DoD concernant les phénomènes anormaux non identifiés 2023-109. Donc l'évaluation. On va regarder. Alors donc le bureau de l'inspecteur général du ministère de la Défense DoD a publié un rapport classifié sur son évaluation des actions du DoD concernant les phénomènes anormaux non identifiés. Une date ultérieure. Alors voilà, c'est une date ultérieure. En fait, nous allons avoir différentes informations. Une date ultérieure. Le DoD-OIG publiera un aperçu non classifié. Alors attention, un aperçu non classifié, faut bien insister quand même sur le terme non classifié, de la manière dont le DoD, les services militaires, les agences de défense et les organisations de contre-espionnage des départements militaires ont pris des mesures de renseignement, de contre-espionnage et de protection de la force pour détecter, signaler, collecter, analyser, identifier UAP. Donc c'est quand même important, puisque ça vient de s'ouvrir. Donc composants, c'est dans la section composants et types de rapport. Donc c'est extrêmement récent. Alors par contre, j'ai l'impression quand même, au travers de cette information et de cette publication au sein du ministère de la Défense, j'ai l'impression quand même qu'ils essaient de justifier auprès du Congrès, du Sénat, leurs travaux. Hein, on- voilà ce qu'on fait. Voilà, ça veut dire où va notre argent, hein, puisqu'en fait, si vous vous rappelez, il y avait eu quand même de nombreuses critiques vis-à-vis du Pentagone concernant tout simplement l'utilisation de l'argent. Donc on l'avait vu à l'époque des lanceurs d'alerte. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Moi j'ai l'impression qu'ils essaient quand même de montrer en fait ce qu'ils vont faire, ou ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils font. Bon, par contre, c'est des aperçus non classifiés, hein. Donc il y a des aperçus classifiés malheureusement et des aperçus non classifiés. Donc j'ai hâte de savoir ce que c'est les aperçus non classifiés. Je suis très curieux parce que j'ai un sérieux doute sur le fait qu'ils nous donnent des éléments non classifiés, des éléments, on va dire, qui ont des caractéristiques concernant les phénomènes aériens non conventionnels, qui ont des caractéristiques étonnantes, qui montrera au public des caractéristiques étonnantes, ou du moins le traitement de certains dossiers montrant des caractéristiques étonnantes. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt montrer des travaux concernant des affaires réglées, en fait, tout simplement, des affaires tout à fait conventionnelles. Alors, je suis curieux, mais en tout cas, c'est quand même assez important ce qui arrive là au sein du ministère de la Défense des États-Unis. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous disais, ils essaient de justifier tout simplement leurs travaux. Voilà donc pour cette dernière information, donc qui est toute fraîche. Alors, autre information, je suis là sur le Twitter de Ryan Graves. Alors, Ryan Graves, si vous en rappelez, c'est le lanceur d'alerte du 26 juillet 2023 au Congrès, hein, avec David Grosh et puis Fravor. Donc, David Fravor. Donc, voilà ce qu'il a publié. C'est extrêmement récent, hein, ça a à peine 2 jours. Euh, donc, alors, j'ai traduit bien sûr avec Twitter. Donc, voilà ce qu'écrit donc Ryan Graves. Donc, information modifiée par la confidentialité. Alors, il s'agit tout simplement de la publication. Ryan Graves avait tweeté comme quoi il allait commencer à mettre carrément sur Twitter les témoignages de pilotes civils et militaires. Alors, en particulièrement, ça va être à mon avis plus civil parce que militaire, surtout s'il y en a qui sont actuellement
qui sont actuellement en action sur le terrain. Il n'est pas question de dévoiler voilà, publiquement, sans autorisation au préalable. Mais pour l'instant, on commence à avoir des témoignages. Alors, il avait dit en fait tout simplement qu'il commencerait à publier sur Twitter, il rendrait public, puisqu'il a fondé une association. Donc une association qui regroupe en fait pilotes civils et militaires, mais en particulier plutôt civils, dans l'aspect commercial. Donc une association qui est chargée un peu comme le NARCAP aux États-Unis de regrouper des témoignages pour pouvoir en fait sensibiliser le public, mais aussi sensibiliser forcément le pouvoir, le gouvernement, les institutions, etc. Et donc voici en fait tout simplement le premier témoignage qu'il met. Alors c'est un commandant de bord, je suis commandant de bord, c'est un major US Carrier en plus. Donc sur A320, A321 tout de même, donc dernier modèle. L'observation suivante s'est produite lors de mes vols récemment. Depuis que j'ai partagé mon histoire, plusieurs autres pilotes, et là c'est très intéressant, m'ont contacté, ont partagé leur expérience similaire. Donc en fait, Ryan Graves avait déjà, il avait déjà un très grand nombre, il a réussi en fait à faire un réseau de pilotes civils et militaires ou ex-militaires qui témoignent. En fait, il a créé en fait une espèce de coalition en fait avec d'anciens pilotes et pilotes actuels, puisque là c'est pilotes actuels, c'est tout récent, donc qui est actuellement d'ailleurs pilote. Donc il a réussi à monter une association et puis il y a toute une coalition de pilotes en fait qui se mettent ensemble pour pouvoir témoigner et donc il se fait en fait le porte-parole de cela. Donc voici en fait voilà le témoignage, on va continuer. Donc plusieurs autopilotes m'ont contacté, ça c'est intéressant, et ont partagé leur expérience similaire, notamment en partageant leur enregistrement vidéo de ces objets. Donc on a d'autres vidéos apparemment de d'autres pilotes, comme le décrit le commandant de bord, de ces objets depuis les niveaux de vol tous vus à la base de la Grande Ourse. La dernière semaine du juillet 2023, j'ai quitté Saint-Domingue à 23h05 à destination de New York JFK. Mon itinéraire de vol était le L453 dans l'espace aérien océanique de New York, non radar à des centaines de kilomètres au large, à environ 1 heure de vol alors que nous nous approchions de la limite sud de l'espace aérien océanique de New York et à 32 000 pieds. J'ai annoncé, alors c'est à peu près, je crois que ça doit être à 11 000 ou 12 000 d'altitude. J'ai annoncé un visuel sur le trafic qui était excessivement lumineux et ressemblait à une portée d'environ 80 miles, puis a disparu visuellement. Je n'ai jamais vu le trafic sur le radar, donc, puis quelques minutes plus tard, j'ai vu deux objets de forme ronde, l'un éclairé et l'autre ne volant pas, en formation, juste au-dessus de l'horizon, à une distance que j'ai supposée de 120 à 200 000 nautiques. L'objet ou les objets s'illuminaient pour être aussi brillants qu'une étoile pendant plusieurs secondes, puis s'obscurcissaient pendant quelques minutes pour s'illuminer à nouveau. Donc il s'éteignait et se rallumait. Donc c'est assez classique. La luminosité variait de clair à très clair, sombre. La couleur de l'objet éclairé était la lumière blanche, et il y avait un deuxième objet que vous pouvez clairement voir sur les photos, parce qu'il a pris une photo carrément, et même vidéo carrément, avec son portable. Donc c'est un Samsung S23 je crois. On va regarder ça. Il y avait un deuxième objet que vous pouvez voir clairement sur la photo qui suivait l'objet illuminé, mais il ne s'illuminait pas lui-même, à l'exception du deuxième. Donc il marque le temps sur la vidéo. Je pense que vous pouvez voir le deuxième objet s'illuminer. Cela durait les 2 à 2,5 heures, donc c'est absolument énorme, restant à mon vol vers New York sur L453 dans l'espace aérien océanique. Après avoir examiné les photos, je pense que les objets étaient peut-être un peu plus éloignés, mais la distance est très difficile à évaluer la nuit. Ça, je l'ai déjà dit, même pour un témoin, évaluer une distance pour un témoin, c'est extrêmement difficile. Donc j'ai le tout nouveau téléphone Samsung S23, donc c'est bien ça qui a le meilleur appareil photo du marché pour un téléphone portable, et j'ai commencé à enregistrer cet objet en vidéo. J'ai une superbe vidéo de 7 minutes de celui-ci apparaissant et disparaissant pendant que je parlais à d'autres avions de ligne. Donc il parlait en même temps et il filmait. Vous pouvez entendre cette conversation dans la vidéo. Un autre avion de ligne, environ 400 000 nautiques, devant nous à 36 000 pieds, a déclaré avoir vu la même chose. Donc c'était corroboré en fait par un autre avion. J'ai également pris environ 30 photos, c'est absolument énorme, en mode nuit au téléphone. Elles sont vraiment bonnes, bon, pour lui. Dans l'une d'elles, vous pouvez voir très clairement l'objet éclairé et l'objet non éclairé, comme des objets métalliques ronds
toutes les photos ont été prises avec une sorte de réglage d'exposition pour pouvoir obtenir autant de lumière que possible vers le capteur. Vous pourrez voir les photos d'exposition longues que les étoiles sont des épingles de lumière, mais les ovnis ont des traînées. Donc on voit effectivement, on va regarder les photos. C'est un peu plus probant que la vidéo, je trouve. Donc tout cela s'est passé pendant à peu près 2h30 de vol, c'est énorme, et c'est poursuivi pendant toute la durée de notre vol. La lumière semblait être allumée ou juste au-dessus de l'horizon jusqu'à ce que nous approchions de notre destination de New York. Juste avant de commencer notre descente, les objets sont apparus beaucoup plus haut dans le ciel. Donc oui, ça c'est normal parce que lui il descendait, donc c'est normal qu'il paraissait peut-être plus haut. Donc il y a 80-90 degrés au-dessus de l'horizon et beaucoup plus loin, en fait, hors de l'atmosphère. Donc là on voit l'extrait vidéo que vous pouvez voir. Mais vous allez voir, c'est un petit peu plus probant concernant en fait les photos. Donc voici les photos qu'on voit. Alors là, au départ, là on voit les étoiles, hein, et puis au milieu c'est l'objet, d'accord? Lui il dit que c'est l'objet. Donc voilà, donc il continue, l'avion on voit, hein, fonce et il continue à filmer. Et voici les objets que les traînées. L'objet que la traînée. Donc l'objet qui semble monter en fait, hein, peut-être qu'il monte. Et, et voici donc la vidéo la plus proche, lumineux, que pour lui semble métallique. Donc voici l'objet avec sa traînée, donc ça ne ressemble pas à une étoile, effectivement, ça ne ressemble pas à une rentrée atmosphérique parce que ça serait à l'envers, donc ça descendrait, là ça monte. Il semble qu'il y ait un mouvement, hein, on voit qu'il y a un mouvement avec une espèce de traînée, donc ça génère en fait des traînées. Alors je ne sais pas si c'est de la condensation ou pas, la vapeur, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, donc ce témoignage très crédible, hein, c'est un commandant de bord actuellement qui est actif, hein, voilà, dans une compagnie. Voilà, alors c'est intéressant parce que William Grave n'est pas passé par la roue. Alors, vous vous rappelez, si vous regardez mes anciennes vidéos, enfin mes récentes vidéos, j'ai fait sur la roue, etc. Et puis qu'un pilote, un autre pilote de ligne, alors c'est un autre pilote de ligne encore qui avait vu aussi des objets lumineux, qui en fait avait déclaré non, non, mais je vais pas déposer mon témoignage à la roue parce qu'il n'a pas du tout confiance en fait. Et Ryan Graves ne passe pas par le Pentagone et ça c'est très bien. Moi je trouve ça bien, hein, qu'il passe pas par le Pentagone. Voilà pour l'information. C'est mieux en fait qu'il passe pas par le Pentagone. Voilà donc pour cette information. Alors on va avoir, alors c'est le premier témoignage de Ryan Graves, hein, enfin d'un des pilotes qui côtoie, qui a laissé son témoignage à son association. C'est le premier témoignage, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir beaucoup d'autres avec d'autres photos, d'autres vidéos. Donc pas besoin d'attendre que la roue ou Pentagone nous diffuse quelque chose. Ryan Goss le fait très bien. Alors je pense personnellement que c'est pour court-circuiter en même temps l'officiel et puis c'est en même temps donner du grain à moudre aux sénateurs et au Congrès, tout simplement pour mettre la pression sur tout simplement les autorités. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est fait pour ça. Et puis c'est pour alerter le public, parce que quand vous avez la pression du public, c'est malin, hein, ce qu'il fait, c'est extrêmement malin, parce qu'au lieu de passer par les canaux officiels, en passant par le canal public, la pression elle est énorme, elle est absolument énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement que les médias vont s'intéresser déjà à ce cas-là, déjà ils vont la rencontrer le pilote, ils vont chercher, etc. Donc ça donne du grain à moudre aux médias, ça donne un argument au public en disant va falloir quand même divulguer, voilà, des informations. C'est malin, voilà. Donc pour cette récente information, c'est que ça a quand même du poids, hein. C'est quand même du poids parce que là on a affaire vraiment à des vrais pilotes et en plus des pilotes actifs. Donc voilà pour cette information. Autre information, et là ça nous sort de North State Journal, un journal de Carnet du Nord. Alors c'est intéressant parce que je voulais en fait mettre cette information qui n'est pas vieille, elle date du 16 août 2023. Je voulais la mettre, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un universitaire qui était sceptique, en fait, qui était quelqu'un de sceptique à l'esprit scientifique. Et c'est intéressant d'avoir justement ce point de vue-là. Et c'est intéressant parce que cette personne est en train de mobiliser le milieu universitaire. Alors le milieu des universités, le milieu de l'enseignement, etc. Et là, c'est intéressant, le milieu de l'enseignement, c'est moi, si vous savez ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu faire dans la communication pour pouvoir, en fait, comme je le dis souvent dans mes vidéos, sensibiliser les universitaires, les étudiants, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne commence à avoir du poids dans le milieu de l'enseignement.
concernant justement la recherche sur les ovnis aux États-Unis. Alors, on va regarder un petit peu. Il s'agit du docteur Daniel Walsh. Pascoula est professeur d'études religieuses à l'université de Caroline du Nord à Wilmington. Alors, la vérité est-elle là-bas, comme dit l'article, hein, même si c'est le cas, l'étude des ovnis a longtemps été considérée comme un risque personnel jusqu'à ce que la couverture par Ralph Blumenthal et Leslie King du programme de recherche au budget, hein, c'était en 2017, avec l'article de New York Times, vous vous en rappelez. Et pourtant, ça n'a pas empêché le Dr Walsh, professeur d'études religieuses à l'université, d'explorer le sujet elle-même en 2012. Alors, c'est intéressant parce que, bien qu'il y ait des gros titres, le dénonciateur d'OVNI et l'audience du Congrès, parce que là, cataloguer des rapports de phénomènes n'est rien expliqué, non pas de régions reculées du Nouveau-Mexique, mais plutôt dans le ciel de l'Europe médiévale et de la Renaissance. Elle s'est intéressée à ce type d'observation, c'est assez étonnant. À l'époque, elle faisait des recherches pour ce qui donnerait plus tard le Evan Canwelt, son livre sur la doctrine catholique du purgatoire. Donc je ne savais pas ce qu'étaient ces choses. Je pensais qu'elle était étrange, hein, elle raconte, mais elle se produisait à chaque période avec les schémas et les schémas étaient cohérents. Ça c'est étonnant parce qu'elle a fait une étude, elle a trouvé que les schémas étaient cohérents dans des temps reculés. Quand j'ai eu fini avec mon livre, j'ai montré ce journal à un de mes collègues et il a dit que ça ressemblait à des ovnis. Ah. Bien qu'il ait été pris au dépourvu par les similitudes frappantes entre les phénomènes aériens du passé et ceux de l'Europe et les soucoupes volantes d'aujourd'hui, donc l'ère moderne, Pasulka n'était pas étrangère au sujet. En tant que professeur d'études religieuses, elle connaissait déjà plusieurs religions ovni, dont Nation Islam, l'oralisme et le Heaven's Gate. Donc assez intéressée en fait à certains aspects religieux dans l'ufologie, hein, donc les sectes en particulier. Donc dès que son intention s'est déplacée de l'histoire catholique vers les croyances aux ovnis, Pascula a rapidement eu un aperçu des programmes de recherche secrets du gouvernement qui n'ont été relevés au public que plus tard par Blumenthal et Keane. Donc en 2017, elle a même été emmenée sur un prétendu site de récupération d'accidents d'ovnis au Nouveau-Mexique par Tyler, l'un des nombreux scientifiques anonymes mais influents qui composent ce qu'elle appelle maintenant le UFO Fight Club. Ça c'est marrant. Je n'arrivais pas à croire que des gens avec ces références croyaient, a déclaré Pasulka. À l'époque, j'étais un mécréant complet. Enfin, elle était vraiment novice. Et je voulais savoir pourquoi les gens croyaient. En fait, alors ça c'est très intéressant, c'est pour ça que je voulais lire l'article. Elle avait dans ceux qui étudiaient le phénomène et ceux qui le voyaient, c'était des croyants. D'accord. Comme si qu'en fait le phénomène l'étude des phénomènes était un objet de foi. Alors que c'est pas un objet de foi. Voilà, pas du tout. Ça sort de la foi. Et donc elle pensait ça. Donc c'était plutôt sur l'aspect socio-psychologique en fin de compte, l'aspect des croyances. Hein, on en a parlé récemment dans une vidéo avec Isabelle Stengers. Donc les gens croyaient en quelque chose dont nous n'avons absolument aucune preuve. Alors c'est exactement la même réaction que les psychosociologues dans les années 80 qui disaient eh ben en fait il n'y a pas d'ovnis, ça n'existe pas, mais les gens quand même voient des ovnis. Il va falloir chercher. Donc c'est exactement pareil. Elle avait exactement cette vision-là. C'était ma prémisse et ce que j'ai découvert, c'est que le gouvernement étudiait ça depuis longtemps. C'était plus choquant que toute croyance dans les extraterrestres. Poussé par cette nouvelle curiosité, Pascula a commencé à relater les comportements d'un éventail de scientifiques, d'entrepreneurs technologiques et d'universitaires à succès, qu'ils croient tous en l'existence d'intelligence non humaine. Elle a examiné comment la technologie et les médias contribuent à la façon dont les gens interprètent ce phénomène récurrent et comment ces interprétations inaugurent une nouvelle forme de religion qui prospère sur l'infrastructure numérique d'aujourd'hui. Alors oui, effectivement, il y a une part de religiosité des fois dans l'ufologie, on en a parlé dans le folklore, on en parlera de toute façon dans une prochaine vidéo sur le folklore. L'aboutissement de ces 6 années de recherche sur le terrain, American Cosmic UFO Religion Technology, c'est ce qu'elle avait écrit comme livre, a été publié par Oxford University quand même en 2019. Je savais que je devais le faire avec Oxford parce que c'était un domaine de connaissances tellement stigmatisé. Ils m'ont soumis à de nombreuses vérifications de crédibilité rigoureuses, ainsi que mes sources, ça c'est normal, c'est Oxford, et ils n'ont trouvé aucun problème. Vous ne pouvez pas être plus hermétique que ça. Depuis la sortie de son dernier livre, Pascula est considérée comme une experte du phénomène OVNI, attirant l'attention d'universitaires, ça c'est intéressant, de responsables gouvernementaux, de scientifiques, d'expérimentateurs du monde entier. En décembre 2020, elle a fait une apparition sur le populaire Lex Fridman Podcast, un épisode qui compte désormais plus de 1,3 million de vues sur YouTube, énorme. On lui a même demandé d'écrire l'entrée sur les ovnis pour l'encyclopédie d'Oxford, carrément, ainsi que de faire la révision de manuscrits pour Routledge et Cambridge University Press. Donc les gens veulent savoir ce qui se passe et donc ils viennent me voir parce que je ne leur dis pas que nous sommes en contact avec les Pléiadiens.
Vous savez pourquoi qu'elle attire autant de monde que ça? C'est parce qu'elle a une communication rationnelle, elle a une communication pragmatique et en même temps scientifique de par ses études, mais ça démontre tout le travail qu'on avait fait depuis 2005, que quand vous communiquez bien, vous attirez les gens. Vous n'attirez pas les farfelus, vous n'attirez pas les journalistes en mal de sensation pour un article, vous attirez les gens qui veulent du concret. Et c'est voilà pourquoi. Et elle vient de résumer en fait la communication en ufologie, la manière dont il faut communiquer. Il ne faut pas dire qu'il y a eu 10 crashs d'ovnis. Il ne faut pas dire ça, c'est une bêtise. Il faut dire il y a des phénomènes aérospatiaux, il peut avoir un problème avec ces phénomènes aérospatiaux non conventionnels, sans savoir véritablement ce que c'est. Je leur ai dit exactement ce que je sais, c'est-à-dire le gouvernement étudie la question et que les pilotes ont vu des choses qui ne pourraient pas s'expliquer. Malgré la notoriété croissante de Pascoula, la vie, bon, pour elle, reste professeur d'université, etc., etc. Donc, alors voilà, cet article pour moi est intéressant, il est révélateur d'un changement de comportement hein, vis-à-vis d'une universitaire. Moi, je trouve ça bien. Et puis, ça commence à être quelqu'un qui commence à faire du bruit parce que c'est quelqu'un qui est crédible. Voilà, qui est crédible déjà, qui ne voit pas hein, des petits under partout. Et c'est quelqu'un en même temps qui a une forme de communication, donc j'en parlais, qui est saine. Voilà. Et qui est en dehors de tout dogmatisme, justement. C'est ce qu'elle décrit bien. C'est en dehors en fait de toute croyance. C'est en dehors de dire n'importe quoi sur YouTube. Voilà, hein, n'importe quelle chaîne, vous allez partout, là, ils nous parlent du Skywalker Ranch, des crashs d'OVNI, c'est du grand n'importe quoi. La plupart des chaînes, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas la manière de communiquer si vous voulez attirer des universitaires, des scientifiques, des étudiants, si vous voulez attirer aussi des témoins qui veulent une réponse, c'est pas la manière qu'il faut faire. La manière qu'il faut faire, c'est celle-ci. C'est celle que cette scientifique apporte. Voilà donc mon point de vue sur la question. Vous le prendrez comme vous voulez. Donc voilà. Alors, nous avons une autre information, c'est du mail, du Daily Mail. Donc la représentante, alors on a vu ça, c'est Paulina Luna. Voilà, alors la représentante Anna, toujours aux États-Unis, jure d'aller au fond du mystère des ovnis et menace de rembourser les salaires du patron du Pentagone, à moins qu'il ne relève des renseignements sur le programme secret d'accident de vaisseaux extraterrestres relevé par les lanceurs d'alerte. Donc, il y a 4 législateurs ont écrit à Kevin McCarthy pour demander au comité restreint sur les ovnis d'intensifier les enquêtes. Donc là, c'est une pression supplémentaire. Donc là, ça datait tout de même du 1er août, mais c'était quand même important de le souligner. Après, il y a une petite mise à jour. Donc la députée républicaine Anna Paulina Luna a déclaré au Daily Mail qu'elle et ses collègues ne s'arrêteraient pas tant qu'elle n'aurait pas résolu le mystère des ovnis. Alors elle est vraiment très acharnée. Apparemment, elle a l'air d'avoir les crocs, c'est le cas de le dire. Donc là, attention, parce qu'elle sort ses griffes. Donc un groupe de législateurs prévoit de mettre la recherche de la vérité sur les ovnis au premier plan, exigeant un comité spécial avec le pouvoir d'obtenir des informations du gouvernement qui pourraient prouver les affirmations des dénonciateurs du programme. Donc c'est ce qu'on a vu, les dénonciateurs, les lanceurs d'alerte. Donc au Congrès, c'était le 26 juillet. Donc dernier. Vendredi, 4 membres ont écrit donc voilà McCarthy pour demander à un comité restreint sur les phénomènes anormaux, donc de faire un comité restreint. L'une des signataires, la députée républicaine, a déclaré, donc elle, a déclaré qu'elle et ses collègues ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas résolu le mystère. Et ont menacé donc de rembourser, c'est-à-dire couper les salaires des patrons du Pentagone s'ils ne crachaient pas, enfin s'ils ne disaient pas en fait leur prétendu secret. La nouvelle survient après une audience historique du Congrès, donc c'était dernier, le 26 juillet, sur lequel un vétéran du renseignement pendant 14 ans, David Grosch, a témoigné sous serment qu'il avait des preuves d'un programme de secret de récupération d'accidents de vaisseaux extraterrestres, y compris des photographies et des entretiens avec des initiés. Voilà donc la fameuse lettre que l'on voit ici. Donc c'est pour McCarthy et donc on voit donc les 4 personnes. Donc il y a Tim Burchett forcément, Anna Paulina Luna, Matt Gaetz et Jarek Moskowitz. On les avait vus de toute façon, on les a vus donc au Congrès. Alors elle menace complètement de couper les salaires. Elle rigole pas. Alors on l'avait vu, hein, c'est charmante dame. Alors les représentants de Luna veulent trouver des informations sur uniques qui sur elle pourraient protéger éventuellement des vies. Alors ça, c'est par rapport aux allégations de David Koresh, comme quoi il y a des gens qui pourraient être menacés, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle dit alors
Alors, si de nouveaux pouvoirs lui étaient accordés, Luna a déclaré qu'elle transporterait devant le législateur des personnes qui connaissent plus d'informations pouvant être divulguées et pouvant même protéger des vies. Donc pour elle, c'est très important. Voilà, donc cette, c'est une menace directe, hein. C'est une menace d'une politicienne au Pentagone, hein. C'est une menace directe, c'est-à-dire de dire, bah voilà, on va faire un comité restreint, et comité restreint, on va voir avec forcément les institutions pour couper votre salaire si vous nous dites pas la vérité sur la question. C'est-à-dire que voilà, en fait, c'est comme il l'avait dit déjà dans plusieurs interventions télévisuelles, ils doivent aux Américains de dire la vérité, en fait, tout simplement de divulguer. Pourquoi? Parce que toutes les enquêtes qui sont faites sont payées par les Américains. Si les organismes, le financement des organismes au Pentagone, c'est le contribuable américain, on est d'accord. Et donc c'est par rapport à ça, en fait. Elle intervient par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle dit que, bon, les Américains, ils payent, va falloir maintenant donner les éléments. Si vous ne donnez pas les éléments, vous êtes payé pour rien faire. Donc je vous coupe votre salaire. Mais alors, c'est vrai que ça me paraît un peu trivial comme ça, mais c'est très américain, hein, c'est très américain, elle rigole pas. Donc, mais en tout cas, c'est une menace officielle, hein, c'est une menace officielle, et sur lettre écrite, hein, complètement. Donc, j'espère qu'ils vont divulguer quelque chose, sinon ça va être compliqué pour certains, voilà, de continuer à vivre. Bon, je ne sais pas si ça se fera d'un point de vue législatif, mais il y a une loi, hein, on avait vu pendant le congrès, pendant l'audition du congrès, donc il y a une personnalité donc qui est membre du congrès qui peut faire en fait activer une loi pour couper les salaires. Ça existe aux États-Unis, des fonctionnaires. En fait, vous pouvez couper les salaires des fonctionnaires pour diverses raisons. Voilà, donc là, ça serait par exemple la raison de non-divulgation. Donc voilà donc pour cette information. Bah pourquoi pas, hein, allons-y gaiement. Donc c'est une pression supplémentaire, hein, forcément, toujours une pression supplémentaire, hein, ça n'arrête pas. Et nous allons passer à la dernière info. Alors il s'agit de l'Argentine, hein, on va changer un petit peu. Alors c'est vrai que c'est l'Amérique du Sud, etc., mais ça reste l'Argentine. Alors vous allez voir, j'ai noté quelques petites choses qui m'ont interpellé, mais on va en parler tout de suite après. Donc l'armée de l'air argentine, hein, en Argentine, a expliqué l'origine de plus de 350 observations d'ovnis enregistrées dans le pays. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, voici l'article. Alors, il s'agit du centre d'identification photo aérospatiale. Voilà, donc en fait, c'est un centre d'identification qui traite en fait la photographie, le CIAE, et qui est chargé en fait tout simplement d'enquêter et d'analyser de nombreuses photos. Alors, toutes les photos qu'ils ont reçues s'avère, alors toutes les photos, non. Il nous montre que les photos, ce qui est étonnant dans l'article, je mettrai le lien, il montre que les photos qui ont été réglées, enfin, qui sont conventionnelles. Mais je suis étonné qu'ils aient que 350 photos. Je pense qu'il y a une partie qui est non conventionnelle, mais étonnamment, dans l'article, en fait, l'article, il a quand même une position, en fait. Il a une position extrêmement sceptique dans son approche parce qu'il nous montre en fait ce qui est connu, mais il ne nous montre pas ce qui est inconnu. Et la CIAE en Argentine, je suis très étonné de par leur position. De par leur position, euh, vous allez voir pourquoi je suis étonné par leur position. Alors on va essayer de regarder. Je vais prendre un lien. Euh, On va regarder tout de suite. Je crois que c'est en bas, il me semble. Non. On va prendre la traduction, on va revenir à l'original. Et on va aller tout de suite à l'original. Voilà. Donc là, on a une vidéo par exemple qui a été authentifiée, hein, voilà, etc. Qu'il s'agit en fait de véritables choses conventionnelles. Mais je suis très étonné en fouillant dans l'article parce qu'elle donne les liens donc de la composition en fait de l'organisme, la CIAE. Alors je vais regarder ça tout de suite parce que je ne vois pas le lien. Euh, et je suis quand même étonné véritablement. On va regarder ça tout de suite.
Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Non, ça c'était sur David Gross. Ouais, non, ça c'était sur David Gross. Et je trouve que leur position, la position, elle est quand même assez, elle est très très en retenue. Et on ne voit qu'un aspect, en fait, on voit qu'un aspect des choses, en fait, tout simplement dans cet article. Et je suis assez étonné. Je vais aller vous chercher le lien. Je devrais le trouver parce que c'est marrant parce que je ne vois pas, je ne vois plus le lien. J'ai l'impression que le lien a été enlevé alors qu'il était présent. Euh, donc on va regarder ça tout de suite, juste 2 minutes. Et je vous donne ça tout de suite. Alors on va regarder ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a tac. Alors, non, ça c'est... on va regarder ça tout de suite. Excusez-moi, désolé. Mais je pensais qu'en fait... voilà, donc on a... voilà. C'est le centre donc d'identification aérospatiale. Et voilà donc tous les rapports qu'ils ont. Alors, tous les rapports qu'ils ont, c'est conventionnel. Il n'y a rien de non conventionnel. C'est en fait toutes les photos qu'ils reçoivent sont toutes non conventionnelles. Je veux bien le croire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir les collaborateurs externes à cette association. J'ai soulevé ça. Alors, les collaborateurs internes. Alors, collaborateurs externes, on a deux Français. On a donc François Louange, pour le logiciel IPACO. Donc, alors François Louange, si vous connaissez l'histoire de l'ufologie française, c'est quelqu'un qui était très très présent dans l'ufologie française, dans les analyses photographiques. Il était consultant pour le CNES, il a travaillé auprès du CNES, il a travaillé pour le renseignement. Il était le directeur de la société Fleximage qui était chargé en fait de l'analyse de photos de satellites. Donc, voilà. Donc il travaillait pour le renseignement, pour les militaires, etc. Donc après, ensuite, il a créé un logiciel qui s'appelle IPACO. Alors, c'est un logiciel en fait qui est utilisé aujourd'hui par pas mal d'organismes. Et il a un collaborateur, Antoine Cousine, donc analyste bon, pour les images de l'équipe d'IPACO, donc Francia. Et bon, on retrouve quand même Ballester Olmos, bon, voilà, pas mal de gens. Mais regardez ce qu'on a en bas. J'ai été étonné. On a Mick West. Et Mick West, c'est étonnant parce qu'une personnalité comme ça n'est pas objective. Je m'explique. Mick West, c'est un des grands débunkers américains. Et je suis étonné qu'un débunker américain puisse avoir une objectivité, une neutralité concernant une analyse photographique. Je ne dis pas qu'il n'est pas incompétent, puisque en fait, lui, il est ingénieur en logiciel et créateur du site Metabunk. Bon, c'est quelqu'un qui débunk. Hein, d'accord. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a quand même une réaction pas très sympathique vis-à-vis des récents éléments sur David Grosh concernant en fait sur le fait qu'il avait été, vous savez, interné. Si vous vous en rappelez, il avait été interné, etc. Et je suis quand même assez étonné sur la question que ce personnage soit là, alors qu'on est quand même dans des ultra-sceptiques, ultra-rationalistes, parce que quand vous faites une analyse, scientifique, que ce soit photographique, mais même un témoignage, il ne faut pas de croyants parmi les enquêteurs, et il ne faut pas d'ultra-rationalistes parmi les enquêteurs. Il vous faut des gens extrêmement neutres. Moi, ce qui me gêne, dans déjà l'article qui est un article qui dit qu'il y a 350, effectivement, c'est vrai, il y a 350 donc, on va regarder, on va revenir en arrière. Il y a 350 là. Là, c'est dans les choses qui sont résolues. Mais il ne montre que il ne montre que les choses qui sont résolues. C'est ça que je suis quand même assez étonné. Voici par exemple le dernier rapport.
Et en plus, c'est le ministère de la Défense, hein, c'est un travail en collaboration, vraiment la défense argentine. Alors, pour eux, c'est bien d'avoir un organisme qui surveille le ciel et qui enquête. Sauf que je suis très étonné qu'ils nous donnent uniquement des phénomènes connus, où les enquêtes sont réglées, sont considérées comme conventionnelles. Et on n'a aucune affaire, pour ainsi dire, de non conventionnel. De plus, on a Mick West, donc l'américain, le débunker, qui se trouve comme collaborateur externe. J'ai un doute, sachant qu'en plus, on a une information, c'est vrai qu'il y a une information, elle n'est pas si vieille que ça, elle date de 15 jours. Il y a à peu près 15 jours, il y a comme par hasard le directeur de la NASA qui est venu en Argentine. Et nous attendons, comme par hasard, le rapport de la NASA concernant les phénomènes aériens non conventionnels. Étonnamment, 15 jours avant, ils ont été en Argentine voir cet organisme du ministère de la Défense qui est chargé d'analyser les photos. Mais tout est rationalisé. Alors, je ne dis pas que c'est bien que les cas aient été trouvés, c'est ce que je veux dire par rapport à cet article-là. D'abord, il l'explique bien. D'abord, c'est un article qui est un peu moqueur en plus, qui est un peu moqueur du phénomène, et puis qui nous parle d'extraterrestres. Ils sont un peu moqueurs dans cet article, ils sont un peu moqueurs en fait des révélations de David Grosh, enfin des allégations de David Grosh. Et je trouve que c'est quand même assez critique. Et pour eux, ils sont véritablement carrés. Mais effectivement, c'est carré. C'est bien que ça soit fait vraiment sous cet angle. Sauf que moi, il y a certaines personnes qui me gênent, déjà. Et puis, je doute qu'il n'y ait que de la conventionnalité dans leurs études et dans leur analyse. Et je suis très étonné. Alors le but, c'est de montrer quand même qu'on peut résoudre bien sûr un maximum de cas. Je ne dis pas le contraire. Mais dans cet organisme, je ne vois pas ce qui est non conventionnel. Alors à quoi il sert? Alors il sert bien sûr à faire un bon coup de nettoyage dans ce qui est conventionnel et qui ne l'est pas. Mais ça serait bien d'avoir au moins des rapports conventionnels sur la question. Voilà, enfin des rapports non conventionnels, d'avoir des choses un petit peu plus... un peu comme on a dans nombre d'enquêtes, même officielles, hein, où c'est déclaré comme quelque chose de non conventionnel. Là, il n'y a rien, c'est que de la conventionnalité classique. Tout a été, c'est bien parce que tout a été véritablement analysé au crible. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, c'est démocratique de montrer qu'un organisme rattaché à l'armée, donc étudie la question, mais fait plutôt des analyses photographiques, mais je doute qu'il n'y ait que des choses conventionnelles. Voilà donc pour cette information. Alors, pour cette UAP News, donc on reviendra bien sûr sur d'autres nouveautés et il s'agira bien sûr de tout ce qui concerne le rapport de la NASA. Comme je viens de dire tout à l'heure, il y a donc le rapport qui doit sortir. Alors je ne sais pas, comme je l'ai dit sur Discord, c'est soit du mauvais, soit du bon. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça sera quelque chose de concret, voilà, ou peut-être pas du tout, peut-être qu'en fait qu'on va revenir en fait à zéro et on va repartir 20 ans en arrière, ou alors peut-être qu'ils vont qu'ils proposent en fait de lancer des recherches scientifiques sur la question parce qu'ils n'ont pas de réponse par rapport à certains témoignages ou par rapport à certaines vidéos, comme on l'avait vu d'ailleurs récemment, puisque la NASA avait montré une vidéo par exemple de la sphère du Moyen-Orient qui ne s'explique pas dans les termes de la NASA. Donc, on verra. Voilà, pour la suite des informations, cette prochaine UAP Omni News, de toute façon, sera consacrée à ce rapport en particulier. Et puis, j'y ajouterai en même temps quelques infos. Voilà, allez, je vous dis à ciao, bye.